qui par nature représente un intérêt privé et ne peut pas représenter l'intérêt général. On retrouve cette critique en partie chez Proudhon, que vous aviez évoqué, et évidemment chez les maurassiens, nationalistes, etc., qui s'en donnent à cœur joie avec... mais les termes, souvent, même chez les socialistes, anarchistes et les maurassiens, on retrouve d'ailleurs un petit peu le même vocabulaire. Et d'ailleurs, parfois même, ils se retrouvent, alors en France, c'est un cas assez particulier, je ne sais pas si on le retrouve dans d'autres pays, mais je pense notamment au cercle Pierre-Joseph Proudhon, au début du XXe siècle. Alors en plus, on est en plein dans la période fin de Troisième République, avec les scandales, etc., où il y a quand même, au sein de ce cercle, des syndicalistes révolutionnaires et des nationalistes qui se retrouvent pour abattre la gueuse, la démocratie parlementaire corrompue. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu vos réactions par rapport à ça. Et voilà, enfin, dans un premier temps déjà, par rapport à ça. Merci. Alors, la question du lien entre démocratie parlementaire et corruption, c'est une question à la fois centrale et difficile. Centrale parce que effectivement, on ne peut pas, je dirais, isoler la pensée contemporaine de la corruption des progrès de la politisation, des progrès de, je dirais, la démocratisation, même si c'est tendanciel, non linéaire, et c'est très compliqué. Elle est difficile aussi parce qu'on peut estimer dans un certain nombre de cas, c'est ce que j'ai voulu évoquer en parlant des régimes politiques ou des sociétés politiques qui se caractérisent par une absence de scandale et une restriction des débats publics. On est quand même confronté dans un certain nombre de cas à des phénomènes de fraude, de gestion des intérêts et d'irrespect d'un certain nombre de normes publiques qui étaient précédemment en vigueur par des organisations qui ont pris le pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on doit, en historien, faire par rapport à des clientèles fascistes, Roberto Farinacci et d'autres races qui... on sait bien que la fidélité au Duce n'est pas le seul moteur dans la vie. Hein. Voilà. Même chose pour le Troisième Reich, il y a bien un État qui repose sur un pouvoir charismatique, mais le charisme n'est pas tout, il y a aussi des avantages matériels, et des avantages matériels qu'on retrouve dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. Par exemple, l'arianisation des biens juifs, on sait bien qu'un certain nombre se sont enrichis face à cela. Il y a des collègues allemands qui ont étudié, par exemple, les liens entre chambres représentatives des entreprises ou des patronats sous le Troisième Reich et gestion des biens arianisés, donc des biens confisqués aux Juifs. On voit bien qu'il y a des collisions d'intérêts, des recherches d'opportunités. Alors, il y a deux possibilités. Soit on dit finalement, on ne parlera pas de corruption parce qu'il y a eu une sorte de basculement des normes, tellement, ou de subversion des normes, de création de nouvelles normes, de nouvelles normativités d'une telle ampleur que finalement ces phénomènes ne sont plus constitués comme corruption, au sens parlementaire, démocratique du terme. Ils sont normalisés en quelque sorte. Oui, ou en tout cas, ils font l'objet d'une perception autre. Soit on estime que ce à quoi on a affaire là, c'est des savoirs coupables. Je reprends la sociologie américaine des années 50 et 60. Autrement dit, qu'il y a des gens qui sont là pour faire un travail qui est un travail de spoliation, de captation d'intérêts, mais qui est un travail indispensable pour le parti.
suis plus tenant de la première lecture que de la seconde, mais voilà, elle existe aussi. Donc question centrale et question difficile. Cela dit, tendanciellement, sur le long terme, effectivement, la corruption est liée, la perception, je dirais, de normes publiques corrompues, de pratiques corrompues est liée à la démocratie parlementaire, on en est parfaitement d'accord. En ce qui concerne le lien entre corruption et partis vus par leurs critiques, alors, y compris ces lieux de convergence a posteriori un peu improbables comme le cercle Proudhon, vous avez parfaitement raison. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait revenir. D'abord, le fait qu'il y ait une économie parlementaire de la représentation, et donc une économie. Et on est quand même frappé de plus en plus, depuis une quinzaine d'années, mais là, je pense à des travaux récents, notamment d'une collègue roumaine sur la Transylvanie des années 70, 1870, pour vous dire que c'est quand même assez loin. Le coût des élections a un impact sur les modes de notabilité et laisse prise à des accusations de corruption. Alors, il n'y a pas du tout de vénalité personnelle dans ces affaires. Selon elle, ces analyses sont amplement argumentées. Mais simplement, même dans ce système-là, et à un moment, on peut se dire la Transylvanie des années 1870, avec des notables, l'Ancien Régime se perpétuait jusqu'à la Première Guerre mondiale, et puis après, ils ont fait ça en Roumanie, mais c'était pareil, ça n'a pas changé. Bah si, c'est ça qui est très surprenant, c'est que alors qu'on a affaire à des bourgs pourris, à des élections avec un suffrage censitaire tellement restreint que c'en est par moments ridicule, bah, même ça suffit à laisser prise à des critiques, à des luttes pour le pouvoir sur fond de dénonciation de fraude, de corruption d'un tel ou tel parti, etc. Donc c'est vraiment... on a le sentiment que dès qu'on introduit un petit peu des partis, même si on n'a pas affaire à des systèmes très libéraux, eh ben, on se retrouve nez à nez avec ces phénomènes. Deuxième chose, c'est concernant le lien entre corruption et parti, il y a bien aussi une question, me semble-t-il, de perception de l'État. Et je pense que, en tout cas à partir de la fin du XIXe siècle, le trend de croissance de l'État, c'est-à-dire d'acquisition de compétences nouvelles, de création d'administrations nouvelles, de formes de régulation de l'activité économique nouvelles, est finalement peu compréhensible par moment, ou en tout cas susceptible d'être dénoncé. Et il me semble que ça se joue beaucoup autour des guerres, en particulier, et que les partis, dans ce cadre-là, surtout s'ils sont aux affaires pendant la guerre, c'est-à-dire qu'ils prétendent défendre l'intérêt national, l'État en guerre est obligé d'intervenir dans l'économie. Hein. Même ceux qui jurent leur grand Dieu que font exactement l'inverse. Les guerres catalysent finalement des grandes interrogations sur ce qu'est l'intérêt national par rapport aux partis qui représentent, qui ont eu en main à un moment ou à un autre des intérêts privés. Pas forcément à tort, hein, d'ailleurs. Et enfin, la dernière chose, comme inspire vos remarques là, sur le lien entre corruption et parti, c'est que pour un certain nombre de ces acteurs qui privilégient une critique systématique, c'est-à-dire une critique de la corruption comme symptôme de la dégénérescence d'un système, une forme de gouvernement, on a souvent quand même, on en parlait tout à l'heure pour un autre sujet, à propos de Taguieff, mais on a souvent une vision des choses qui est proche de celle du complot. C'est-à-dire que finalement, les partis sont la face visible de coulisses
dans lesquels les vrais détenteurs du pouvoir corrompent de manière systématique. Et où telle affaire ne peut être que la révélation de l'existence d'un complot. Bon, effectivement, l'antisémitisme idéologique, politique qui se crée à ce moment-là, autour de Édouard Drumont, bien sûr, mais aussi Augustin Chirac. Alors il y a des zones poreuses comme ça. Les premiers bouquins importants dénonçant l'oligarchie financière en France sont des livres publiés dans les années 1900, sous des pseudonymes. Et on voit que aussi bien des auteurs de droite que des auteurs de gauche, mais avec des itinéraires plus ou moins sinueux, peuvent s'en emparer. L'oligarchie financière. Voilà. Les partis sont fautifs de ne pas y mettre un terme. Mais il y a la question aussi même il y a toute une littérature, notamment avec Pareto et surtout Ostrogorsky. Alors je ne sais plus s'il est traduit en France très tôt, mais c'est pareil, c'est tout début du siècle, où ils parlent déjà, eux, de dégénérescence des partis aussi, enfin, avec le même terme un petit peu que celui de la corruption, qui est celui de la dégénérescence aussi, et qui sont des sociologues très réputés à leur époque, et pas des complotistes. Oui, donc vous n'avez pas parfaitement raison, puis c'est une vision, en tout cas dans le cas de Pareto que j'ai un peu plus lu, c'est vraiment une vision désenchantée, extrêmement conservatrice de ce phénomène. Le discours sur la corruption comme constante légitime un certain nombre d'analyses sur les oligarchies politiques. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Oui, moi je voulais poser une question qui est d'ailleurs un peu dans l'ordre d'idée qu'une question que j'avais posée l'autre fois. Dans le scandale de Panama, le scandale de Panama, c'est quand même aussi un scandale économique et social, dans la mesure où c'est un échec qui a été extraordinairement coûteux en vie humaine. À cause, parce que c'était tellement mal conçu que lors des travaux, il y a eu des dizaines de milliers de morts par des effets de maladies qui n'avaient pas été prévus, qui n'étaient pas soignés. Que dans le scandale de Panama, le côté juridico-moral, c'est-à-dire il y a des gens qui touchent de l'argent qu'ils ne doivent pas toucher, et aussi lié à un autre scandale, c'est qu'on lance des grands travaux comme ça, et puis au lieu d'arrêter dès qu'on s'aperçoit qu'il y a des morts, ben on continue, parce que les populations qui meurent de maladies là-bas, c'est pas le problème. Vous voyez? Oui. Alors, il y a c'est un aspect des choses sur lequel je n'ai pas du tout insisté, vous avez parfaitement raison. Il y a des tensions sociales qui s'expriment à chaque fois dans ces scandales, qui ne sont pas les mêmes. Pour Panama, je ne reviens pas. Dans d'autres cas, le cas de Rochet qu'on a étudié récemment, c'est une chaîne de Ponzi. Autrement dit, c'est un scandale de type Madoff. Et là, la tension sociale qui est forte, c'est la tension autour de la défense de l'épargne, donc de la ruine des épargnants. Alors, on est bien dans je dirais, une série d'événements qui permettent de construire des discours sur l'immoralité de l'argent. Damien Deblic l'avait très bien montré dans un article publié il y a quelques années dans Politics. Finalement, il avait intitulé son article « Ce que Panama a changé dans la société française, dans le regard porté sur l'argent ». Et effectivement, d'une certaine façon, on peut dire que ces scandales de corruption, en tout cas les discours sur la corruption, leur écho et leur succès médiatique sont très largement dus à des tensions sociales et des drames humains qui font émerger et apparaître. Là, c'est très net. Il y a même des commissions d'enquête parlementaires qui sont en quelque sorte des commissions, c'est mon expression, des fouloirs. Le collègue sur la Hongrie en 1901 a bien montré comment, à propos des incompatibilités parlementaires, le régime légal d'incompatibilité, il y avait des moyens pour des gens très humbles
d'exprimer des rancœurs, des désarrois, en dénonçant ceux qui ont eu de la chance et qui ont été élus. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a des phénomènes sociaux profonds qui sont là au socle de ces difficultés. Alors je voudrais vous donner... Ah, non, allez-y, c'est très bien. Dans un autre... Ça c'est plutôt une petite remarque personnelle que j'ai découvert parce que je travaille en ce moment sur les phénomènes d'éradication de la Shoah en Loire-Atlantique, n'est-ce pas? Et là, sur la réalisation économique, on trouve des textes assez extraordinaires. Les responsables de la réalisation économique, qui pourrait être un vrai problème, parce que c'est quand même de l'art. Les Allemands, il y a eu des dommages. Les Allemands ont imposé à la France un prélèvement. Il y a aussi un prélèvement qu'il faut prendre sur les Juifs. Et donc la réalisation économique à la française, c'est pour payer des Allemands, qu'il faut quand même payer, parce que des moyens. Et l'administration se plaint véhémentement qu'on ne trouve pas d'administrateur honnête des biens spoliés. Et ça ne marche pas à cause de ça. On voit d'ailleurs que, bon, on comprend une espèce de logique psychologique, parce que le type à qui on dit vous allez spolier des juifs qui fait ça uniquement par intérêt, ben, il reste dans la foulée, ben, il se sert. Bon, c'est déjà une opération qui est un peu injuste, parce que les gens qui font ça, font pas ça tellement parce qu'ils sont profondément antisémites. Et donc ça paralyse, c'est des phénomènes de corruption individuelle qui paralysent quelque chose d'autre. Voilà. Ça, c'est assez étonnant quand on voit ça. Et il se plaît amèrement de ne pas arriver. On n'arrive pas. C'est très... Alors ça ne devait pas être public, c'est des textes internes, des archives départementales que je consulte par ailleurs. Il y a eu des travaux de Fabrice Gredard, en particulier sur les scandales du ravitaillement à ce moment-là, sous Vichy, et après le tout début de la 4ème République, après la Libération, et il montre bien, même pour des domaines autres, d'une manière moins dramatique, bien sûr, qu'il y a cette question de l'accaparement, de l'utilisation de procédures administratives qui sont elles-mêmes hors normes, d'une certaine manière, et que ça joue largement dans des courants de mécontentement, voire d'hostilité franche, que ça alimente des hostilités vis-à-vis des gouvernements, d'ailleurs, aussi bien ceux de Vichy que ceux de la 4ème République qui commencent. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, Vichy a légiféré sur la corruption de manière très, très lourde, en 1941. Peut-être que c'est intéressant de savoir si c'est parce que, ou aussi une des raisons, c'est qu'il avait un problème de corruption interne. Là, c'est l'historien qui pourra, en faisant plus de faire légiférer contre la corruption, il a peut-être aussi un problème chez eux. Un peu le sentiment qu'on a. C'était un moyen de reprendre les rênes, ou d'essayer de prendre les rênes d'une administration qui flottait quand même. Oui, moi je suis navré, je suis arrivé en retard, parce que j'avais... Voilà, bon, mais j'ai trouvé ce que j'ai entendu et j'ai trouvé ça passionnant. Et effectivement, il y a beaucoup de liens. Édouard en a déjà parlé. Moi, ça me semble, comment dirais-je, le lien avec la démocratie me semble devoir être approfondi. Parce que le lien avec la démocratie, c'est pas uniquement avec la démocratie parlementaire. Parce que là, on voit bien, et vous l'avez bien montré, et d'ailleurs, déjà c'est chez Rousseau, hein, on sent qu'il y a cette difficulté de penser l'émancipation comme constitution d'un grand un, et donc un grand un indivisible. Et tout ce qui va amener à le diviser va être mal vécu. De Gaulle conspue les partis. C'est très intéressant de voir que De Gaulle, qui apparaît comme la figure du non corrompu, alors qu'en même temps il entretient les gens de la rue de Solferino qui doivent tuer des officiers français félons. C'est très intéressant, et que ça n'apparaît pas du tout comme de la corruption. C'est une action politique, et voilà, et il faut le sac parce qu'il faut ce qu'il faut, mais c'est un homme qui n'est pas corrompu et qui est contre les partis, qui va n'avoir de cesse que
Et d'ailleurs, à ma connaissance, l'UMP ne se définit pas, ou jusqu'à une date récente, les gaullistes ne se définissaient pas comme un parti, mais comme un mouvement. Et c'est très important, hein. Il y a le Parti socialiste, le mouvement pour... Et dans le mouvement, il y a cette idée de... nous ne sommes pas un parti. C'est quoi? Ce serait... Alors, il me semble que ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a plusieurs choses. Dans le fond, le problème de la démocratie, c'est que c'est un projet impossible. C'est un horizon impossible, parce que c'est une idée, la démocratie. C'est une idée, c'est pas une classe d'hommes comme l'aristocratie, ou un homme comme la monarchie, c'est une idée. Et donc une idée, elle est nécessairement, il y a quelque chose de... et il y a peut-être aussi une idée, comment dirais-je, la démocratie est un projet sans lendemain, parce que c'est un aboutissement, et comme c'est un aboutissement, à peine est-il né qu'il est déjà corrompu. C'est le problème du temps. C'est-à-dire que c'est un très vieux problème. Hein. C'est-à-dire que il est inatteignable et il est déjà sur sa pente descendante à peine il est arrivé au sommet, parce qu'il ne peut pas en être autrement. C'est un régime. Pour quoi c'est une idée? Je déroule mes moments. C'est un régime qui repose sur une idée, et cette idée, c'est une loi abstraite. Et donc, il y a toujours une suspicion d'artificialisme. C'est-à-dire, dans le fond, et on le voyait ça dans la séance dernière, c'est pas possible un pays qui va... Quoi, je me souviens d'avoir dîné avec un cadre politique chinois, de président de la Société des droits comparés chinoise, qui était un cadre du Parti communiste très comment dirais-je, d'un petit niveau, quoi. Bon. Et je le voyais avant les élections présidentielles. Et il disait, mais pour moi, c'est proprement incompréhensible d'être dans un pays où on ne sait pas qui va gouverner dans 3 semaines. Il disait, mais ça, c'est impossible. Et surtout, ce qui est impossible, c'est qu'il n'y a aucune tension. Les restaurants sont pleins, les Français sont pacifiques, la campagne... Mais il dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, pour moi, Chinois, c'est irreprésentable ce que vous vivez. C'est irreprésentable parce que pour moi, la politique, c'est nécessairement l'approche d'un congrès du Parti communiste. On sait des années à l'avance qui va être nommé. C'est des moments de tension extrême, dont, entre parenthèses, la Chine n'est pas complètement sortie après Xi Jinping. Bon. Alors, en d'autres termes, comme c'est un régime qui repose sur la règle, il génère quasi logiquement la suspicion d'artificialisme. C'est pas possible un truc qui marche que sur la règle. Ça veut dire que c'est pipé. Vous voyez ce que je veux dire? La règle appelle une sorte de pensée, du complot sur les gros qui tiennent. Les gros qui tiennent les ficelles. Alors là, qui tiennent les ficelles. Grand thème d'extrême droite, et qu'on voit d'ailleurs malheureusement beaucoup remonter en ce moment. Parce que ça fait partie de cette dimension insupportable de la démocratie. Ça ne peut pas marcher. Alors, il y a aussi cette image, je sors tout comme ça, excusez-moi, en vrac. Il y a aussi l'image du profiteur, hein, qui est différente. Oui. Le profiteur de guerre, qui est une vieille histoire. Hein. La guerre, c'est aussi ce qui génère des marchés extraordinaires. Il y a des besoins d'équipement extraordinaires pendant la guerre. C'est un reproche qu'on a adressé à Mazarin, hein, beaucoup. Et qu'on a adressé à finalement tous les grands financiers de l'Ancien Régime. Dès qu'il y avait une guerre, ils se portaient caution pour équiper les armées. Et donc, bien sûr, ils servaient au passage. Vrai ou faux, on leur a beaucoup, reproché ça. Voilà, donc, alors aussi, autre réflexion très intéressante dans ce que vous disiez sur la Roumanie. Parce que c'est une réflexion qu'on se fait, dans le fond, c'est une réflexion qui va excéder la corruption. C'est la question de pourquoi faire des procès politiques quand on peut mettre une balle dans la tête. Hein, c'est la question que se pose beaucoup de... bon, pourquoi, c'est la question du symbolique. Pourquoi, finalement, corrompre quand les dés sont pipés? Et on voit beaucoup de régimes totalement corrompus
où les élections sont gagnées d'avance, et en même temps, les élections restent le moment comment dirais-je, de déversion ostentatoire d'argent, qui montre que le but n'est pas que la conquête du pouvoir. Il y a un but démonstratif. C'est une question que je vous pose. Il y a un but démonstratif, on a un peu vu ça la semaine dernière, c'est-à-dire il y a un but démonstratif. C'est-à-dire, en gros, le propos de Thierry Mélissier, c'est de dire dans la corruption, il y a toujours un rapport symbolique. Et ce rapport symbolique, c'est pas que de s'enrichir, c'est aussi d'exercer une domination, c'est aussi ce que vous avez dit du patronage, etc. Donc, ce qui pose beaucoup de questions, bien sûr, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on ne peut pas réduire la corruption à sa dimension simplement au profit prédatrice des économiques, quoi. Voilà, après, je vais essayer de dérouler aussi bien que vous mes réponses. Alors, peut-être d'abord sur la démocratie comme projet impossible, en tout cas dont la République sortirait sous le régime de l'inachèvement perpétuel. Il y a malgré tout, me semble-t-il, dans un certain nombre de ces discours critiques, l'attente, en tout cas du côté des socialistes puis des communistes, d'une vérité populaire qui serait une forme de réconciliation de la nation avec elle-même et qui légitime les discours, je pense au discours de Maurice Thorez en 1936, le fameux discours radiophonique où il parle des militants d'un parti pauvre, dévoué, intègre, qui est ce moment où il tend la main. Donc je crois que derrière ce rêve de la main tendue, derrière cette promesse de réconciliation des communistes avec la nation, de réconciliation populaire, il y a la possibilité, le rêve en tout cas, d'une République française enfin achevée, et enfin vertueuse. C'est vrai que d'un côté, dès qu'elle se réalise, elle est sans lendemain, vous avez parfaitement raison de le dire, et en même temps, ce qui me frappe, c'est cette possibilité qu'elle laisse d'espérer un achèvement à venir. Et je crois qu'on est peut-être dans cette tension-là, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs, peut-être pas pour tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, c'est sans doute certain. Sur, je dirais, la question du profiteur, qui est effectivement une question adjacente et connexe en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la répression de la corruption au sens pénal, donc les articles 177 et suivants du Code pénal de 1810, cette répression, elle est longtemps en décalage avec un certain nombre d'attentes sociales, et que ce décalage ou cet écart entre, je dirais, réalité pénale de la répression judiciaire, de la corruption d'un côté, et perception publique politisée de la corruption de l'autre, cet écart se résorbe au moment des guerres et de la répression des profits de guerre. C'est très frappant. Alors, je m'étais embêté à un moment donné à faire ces statistiques judiciaires avec le compte général de l'administration de la justice criminelle. Et on voit bien que pendant très longtemps, au XIXe siècle, la corruption, c'est finalement le crime qui, devant le jury, est le plus facilement absous. Il y a un taux d'acquittement absolument phénoménal, ce qui explique qu'on a correctionnalisé en masse après les années 1860. Mais au moment, par exemple, de la Grande Guerre et immédiatement après, il s'opère une modification de la loi d'Albier qui assure la répression à la fois de ceux qui se sont embusqués indûment, c'est-à-dire qu'on utilisé les ressources de l'économie de guerre pour ne pas aller verser l'impôt du sang, et en même temps assure la répression des profits extraordinaires et indus
de certaines entreprises qui ont corrompu des fonctionnaires pour obtenir des marchés publics. On se rend compte que cette répression-là, au nom de la corruption, est une répression qui est pas parfaitement bien comprise. Le ressort répressif de ces années-là est lié finalement à la stigmatisation du profiteur de guerre, mais englobé finalement dans ce cadre préalable. Donc oui, cela, c'est à la fois quelque chose qui est inscrit dans la longue durée pour nous et en même temps un motif, enfin en tout cas un sujet d'enquête. Quant au rapport symbolique, et notamment au moment des élections, avec des élections qui... Je suis parfaitement d'accord, dans ces systèmes comme la Transylvanie de la fin des années 1860, l'enjeu politique est mince, hein, d'autant plus que c'est dans la double monarchie austro-hongroise et que les députés transylvaniens... Bon. Le rapport ici, effectivement, un rapport pour certains collègues, comme Nathalie Dompnier, qui est professeure de sciences politiques à Lyon 2, c'est un rapport de type potlatch, finalement. Alors elle analyse ces cas de ce qui est étiqueté comme corruption électorale. Elle l'analyse en ayant recours à des notions explicatives venues de Marcel Mauss ou venues de chercheurs qui sont marqués par l'héritage de Mauss, de l'anti-utilitarisme en sciences sociales. Donc l'idée que c'est là des faits sociaux totaux que l'on a à faire, à des échanges de dons et contre-dons, et que ce qui est en jeu dans la capacité d'un candidat à arroser dans tous les sens du terme l'âge, ce qui se fait d'ailleurs de manière publique, il n'y a rien de dissimulé là-dedans, c'est la capacité à montrer qu'il est un bon représentant. Et que donc il y a une économie symbolique qui est ici essentielle. Le sujet de discussion qu'on a, que j'ai avec Nathalie Dompnier, c'est qu'en même temps, on a aussi une assimilation de techniques de contrainte à des formes de corruption. Toujours autour de ces élections-là. Par exemple, la Cour de cassation en décembre 1878 fait jurisprudence en assimilant de la corruption électorale des procédés utilisés par des employeurs qui demandent à leurs ouvriers à l'avance de voter pour la personne qui leur recommande, les menacent s'ils ne votent pas de les renvoyer, et qui effectivement se renseignent, avant l'isoloir, se renseignent le lendemain et en renvoient un certain. Et donc dans ce cadre légal qui évolue beaucoup à ce moment-là, la corruption n'est pas uniquement une affaire de séduction, c'est un problème juridique assez épineux, c'est aussi une affaire de contrainte. Donc on est bien dans du rapport symbolique, dirais-je. Là je suis parfaitement d'accord avec les analyses comme celle de Nathalie Dompnier, mais, ce que je rajoute, à condition de voir que le don et le contre-don peuvent ne pas suffire et que dans certains cas, c'est le renvoi à la porte qui est... Le temps et le bâton. Voilà. Oui. Oui. D'ailleurs, quand on lit l'histoire de la mafia, je pense au bouquin de Victor qui vient de, je sais plus comment il s'appelle, de Saint-Victor qui vient de sortir, là, Pouvoir invisible. Pouvoir invisible, oui. Et puis ce que fait Lupo, etc. sur la mafia, c'est très intéressant parce qu'on voit toujours cette proximité qui ne se mélange pas, mais qui est toujours très proche entre la séduction, on tord le bras pour obtenir le consentement, puis parfois on tue. Hein, on voit les deux coexister, qui ne répondent. Voilà, c'est pas exclusif de l'autre, c'est contigu et c'est différent. Là. Oui. Et leur difficulté, c'est à transcrire ça effectivement en droit et à obtenir que ça soit lisible socialement. Je ne suis pas certain que ça ait été bien compris socialement. Sauf peut-être dans certains
cercles réformateurs, de réformateurs sociaux. Et à mon avis, il semble que le pays où, en dehors de l'Italie, cette question-là a été la mieux posée, ce sont les États-Unis. On a au tout début du XXe siècle, dans les années 1900-1910, les premières publications sur corruption and organized crime. Voilà. Donc c'est une perception de ce que les historiens américains, enfin les contemporains, nommaient le bossisme, donc les machines politiques, les boss. Mais ouais, voilà. Et c'est cette perception des réformateurs conservateurs, en l'occurrence, disant il y a un aspect de séduction là-dedans, mais il y a aussi une contrainte criminelle, et l'organisation criminelle est dénoncée comme source de corruption. Alors il y a une dimension, si vous voulez terminer, hein, oui. Parce qu'il y a une dimension, on a fait un colloque sur la corruption dans les pays arabes. Et il y a un politiste spécialiste du monde arabe qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, pour comprendre la corruption, il ne faut pas regarder l'avant, les élections, il faut regarder l'après. Il faut regarder comment finissent les hommes politiques dans le monde arabe. Ils finissent exécutés, ou pauvres, ou en exil. Et dans le fond, ce qu'il cherche à travers la corruption, et Arafat étant un paradigme de cela, c'est se constituer une assurance vie au propre et au figuré. C'est-à-dire que il y a tellement, et quand on regarde d'ailleurs le nombre de leaders arabes qui ont terminé exécutés ou en procès ou en exil pauvre, etc. Et il disait que ça a une fonction très très précise. Arafat, qui était un type qui vivait assez frugalement et qui n'était pas du tout intéressé par le luxe, et qui n'a jamais vécu de manière luxueuse, a constitué un des plus gros magots exclusivement à des fins d'assurance vie. Comme un moyen, alors il y a un moyen d'action pour la vie politique, oui, mais surtout pensant à l'après. C'est intéressant, comme c'est Bernard Rougier, hein, celui qui a travaillé sur les camps palestiniens au Liban. Je trouvais ça très intéressant aussi, parce que ça, c'est une représentation qu'on n'a plus du tout en France, en Occident. C'est une représentation qu'on retrouve, mais une représentation entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, qu'on retrouve formulée à propos de pays non européens. Donc c'est typiquement la représentation donnée des employés russes. Il y a une thèse d'une collègue allemande sur la Russie et ses employés vus d'Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est typiquement aussi ce qu'on retrouve lorsqu'il y a des débats autour des marchés passés avec l'Empire ottoman, donc avec la Porte, dans les années 1900, et notamment des marchés d'armement. Donc la dénonciation, par exemple, du krupisme, comme on dit à l'époque, donc du fait que l'Allemagne accapare un certain nombre de marchés de l'Empire ottoman, va de pair avec la dénonciation de l'Empire ottoman comme royaume du bakshish et comme mode normal de rétribution pour des gens dont l'avenir politique dans ces sociétés despotiques n'est pas assuré. Alors c'est vrai que du coup c'est dans les représentations que les Européens ont d'eux-mêmes, c'est un facteur extraordinaire de discrimination. Parce que là, il y aurait un truc à faire, quoi. Ça a dû être fait par des historiens, mais entre Jacques Coeur, quoi, que deviennent les grands intendants des finances? Que deviennent-ils sous l'Ancien Régime? À partir, Fouquet va en prison, mais c'est le premier qui part en prison. Beaucoup étaient pendus au Ricourt ou étaient traqués comme des... Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette régularité fait qu'il y avait quelque chose d'une dimension particulière, hein, vis-à-vis du grand argentier. Alors là, c'est vraiment les collègues en histoire du Moyen-Âge et en histoire moderne qui sont interrogés. Et il y a eu au moins un livre collectif, mais pas traduit à ma connaissance, sur la chute des favoris.
Parce que l'appréhension, c'est l'appréhension du favori, illégitime, parce qu'effectivement, sa position ne doit ni aux charges officielles qu'il exerçait, ni à son statut social, mais à des relations affectives. Donc il est illégitime et il est enrichi, ou il est en voie d'enrichissement. Donc la chute du favori, grosso modo pour ses collègues, du XIIIe au XVIIe siècle, c'est un instant de vérité pour ces systèmes politiques-là, et la plupart finissent exécutés. La plupart finissent exécutés. En même temps, on voit ce mécanisme-là se défaire, parce que l'accusation de concussion, en l'occurrence, elle reste un instrument de régulation des administrations princières, mais elle le reste jusqu'au début du XIXe siècle. Je pense à un travail présenté il y a quelques mois par un collègue de l'université d'Oslo sur la répression de la corruption en Suède et en Norvège au tout début du XIXe siècle. Et on voit bien que dans le pays où il n'y a pas eu d'invasion, où la monarchie n'a pas été renversée, où il n'y a pas eu de politisation, ces processus-là de disgrâce, d'exécution, de favoris ou de gens qui sont dans des positions de grands argentiers ou de petits argentiers sont des processus qui rappellent ceux d'anciens régimes. Ça continue jusqu'au début du XIXe siècle. Tandis que dans le cas où il y a eu changement de régime, politisation, invasion française, diffusion de nouveaux idéaux civiques, alors là, la répression de la corruption en interne change de fonction, change de sens. Et voilà, c'était assez frappant parce qu'il prenait les deux pays en même temps, les deux sociétés en même temps. On aurait pu penser que c'était la même chose, ben, pas du tout. Le phénomène de chute des favoris finalement est lui aussi soumis à cette discontinuité-là. Je ne sais pas si c'est extrapolable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Profumo. Ah oui, Christine. Ouais, ça, c'est pas de la corruption, hein, mais c'est un scandale, l'affaire Profumo. Non, c'était il y a... Ah, c'est oui. Quoi? C'était le 2 mars. Oui, c'était une jeune c'était une Matahari, en fait. Ouais. Les Russes lui ont envoyé une jeune femme. Bon. Et il y avait un article intéressant qui montrait comment finalement les scandales correspondent à des changements d'élite politique. Il dit, voilà, les Profumo, c'est la fin des All Boys Network. All Boys Network, exactement. C'est-à-dire que, voilà, et c'est l'apparition d'une nouvelle catégorie de personnel politique, beaucoup plus youpi, beaucoup moins titré, bon, c'est là. Et toute cette théorie où à chaque fois, il faudrait inverser la vision du scandale, finalement, c'est l'exaspération, non moins à l'égard d'une exaction qu'à l'égard d'un type de oui, c'est ça, de personnel politique. Alors, est-ce qu'on peut faire une relation entre les scandales politiques en France des années 90 et puis un changement d'élite? C'est pas sûr. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une sorte, vous avez repéré une sorte de syndrome de l'iceberg, c'est-à-dire le corrompu et comment dire, représente toute une masse de petits corrompus qui sont du même groupe. C'est quand même un thème qu'on retrouve. Alors ça devient compliqué parce que après il y a le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire on fait des scandales contre la corruption pour défendre la démocratie, mais en même temps on stimule une ardeur antidémocratique à cause du fonctionnement de l'iceberg. Si un député corrompu, ils le sont tous, donc il faut une république. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il y a un débat en histoire en ce moment autour, puisqu'il y a une historiographie des scandales qui s'est beaucoup renouvelée, bien sûr. Et il y a un débat sur le fait de savoir si c'est exactement les mêmes enchaînements, le même type d'argumentaire
les mêmes types d'acteurs que l'on retrouve dans ce que les collègues anglais nomment les sex scandals et les affaires politico-financières, sachant qu'on a toujours des cas de transition sur lesquels on discute beaucoup. Il y a eu, ça doit être traduit cette année en anglais, un collègue qui s'appelle Norman Domeyer, une enquête sur l'affaire Eulenburg, qui arrive en Allemagne en 1911-1912, qui touche un favori de Guillaume II accusé d'homosexualité. Et il est vraiment homosexuel, semble-t-il, mais le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si finalement il y a à la fois une dénonciation du côté nationaliste de l'homosexualité, et la question c'est de savoir comment réagissent les gauches. Bon, et là il semble quand même qu'on ait des distinctions entre ce type de scandale pour mœurs et des scandales de corruption dans lesquels d'autres acteurs critiques sont plus à l'aise. Les socialistes sont mal à l'aise face à cette affaire. C'est 5 mars. C'est l'affaire 5 mars. Voilà, un peu. Alors, sur le corrompu, est-ce que le corrompu est représentatif d'un groupe et en même temps d'une certaine forme de collusion d'élite ou entre élites? Est-ce qu'on lit à travers lui à la fois un itinéraire typique d'un groupe qui lui-même serait corrompu, des formes de sociabilité qui le caractérisent, des origines sociales, etc. Oui et non, parce qu'en même temps, il y a quand même une sélection qui s'opère. Drummond dénonce Sarton. Daudet dénonce Alexandre Stavisky, Sacha. Même si la famille de Martano s'est convertie au catholicisme, son judaïsme ressort. Henri Rochette est un homme parti de rien, un self-made man, et en même temps c'est un flibustier de la finance. Donc il y a quand même une capacité là à sélectionner des corrompus. Je ne suis pas certain qu'il soit entièrement le monsieur tout le monde d'élite qui serait devenu insupportable. Je pense quand même que sur le court terme, il y a des stratégies qui sont des stratégies de presse en particulier, qui sont des stratégies bon, bien sûr dissimulées, mais elles-mêmes explicables en partie par des phénomènes de vénalité. On a une étude qui a été publiée en 2012 sur un des journaux, un des quotidiens français qui ont beaucoup fait de scandales. Le Matin, c'est une thèse de Dominique Pinsol, et il montre, parce qu'il a eu accès à des archives qu'on n'avait pas exploitées encore, il montre de manière assez démonstrative comment finalement ces processus de sélection dans les scandales politico-financiers obéissent à la fois à des subventions, contrats publicitaires, etc., et en même temps à des calculs d'opportunité, voilà, dans tel contexte politique agir. Alors, oui, il y a effectivement cette question de dénonciation de formes d'élite en collusion, ne respectant pas la morale publique, etc., permettant un renouvellement, et en même temps ces processus-là, à plus court terme, qui sont des processus idéologiques, on a les deux choses, en quelque sorte. Exemple type, c'est l'Allemagne de Weimar, quoi. L'Allemagne de Weimar, les frères Barmat sont juifs, Sklarek est juif, donc les plus gros scandales, c'est quand même une instrumentalisation. Là. Oui, c'est ça. Oui, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi une sociologie de l'antisémitisme, c'est-à-dire pourquoi la République de Weimar, c'est quand même une sorte de décompression sociale pour l'Allemagne qui a connu que des régimes autoritaires. Finalement, c'est sa première expérience démocratique. C'est sa première expérience vraiment démocratique qu'elle n'a pas véritablement choisie.
et qui s'accompagnent. Bon, moi j'aurais tendance à dire, est-ce qu'on ne cherche pas les boucs émissaires? Qu'est-ce que c'est qu'une société où tout le monde est égal, même les juifs, où il y a des règles? Non mais je pense à quelqu'un qui a vécu sur un système avec les Junkers pendant finalement des décennies. Tout d'un coup il peut dire, oui mais je dois faire société avec quelqu'un avec lequel j'ai une relation dissymétrique autorisée pendant des générations. Je sais pas si je pense que ce serait intéressant de pouvoir faire sur la République de Weimar, parce que c'est un peu quoi, c'est le cas dont on parlait sur la Sicile l'année dernière. Quoi. La Sicile, tout d'un coup, on est tous égaux, mais alors les latifondières et l'Église, ceux qui nous avaient encadrés, qui nous avaient structurés jusqu'ici, que deviennent-ils quoi? Ou que devenons-nous sans eux quoi, je sais pas. Oui, bien entendu, et dans ce cadre-là, on peut dire effectivement qu'il y a instrumentalisation par des élites anciennes d'élites nouvelles ouvertes à ceux pour qui finalement la relation dissymétrique n'a, en tout cas théoriquement, plus lieu d'être. Alors c'est vrai, mais on le retrouve en France, un des acteurs du scandale de Panama en sous-main au-delà d'Arton, c'est Alfred Naquet. Voilà, un des cofondateurs de la Société française de dynamite. La dynamite, il en fallait pour... Elle a été d'ailleurs responsable de nombreux accidents, on l'a dit, de nombreux morts. C'est lui qui a recruté Arton, et en même temps, Alfred Naquet, il vient d'une ville dans laquelle les murailles de la juiverie ont été abattues en 1863. Donc les murailles de la juiverie étaient visibles dans sa ville jusque 30 ans avant le scandale de Panama. Alors, il est certain, d'accord, qu'il y a bien une sorte de halo émotif comme ça qui perdure, qui joue dans les concurrences entre élites, bien sûr, et aussi dans les formes de sélection des corrompus dans les scandales. Bien, bah merci beaucoup Frédéric Monnier pour merci à vous, tout ça. Question très stimulante. Très intéressant. Et donc la semaine prochaine, donc, on accueillera l'anthropologue Olivier de Sardan sur la corruption en Afrique. On va continuer sur... Vous connaissez, à Bruges, il y a un grand tableau qui était devant le tribunal de commerce de Bruges, et toujours là, c'est le sort du juge corrompu. Oui. On dépiote, vivant. Oui, tout à fait. Cambise. On lui enlève la peau vivant. Oui. Et ça, c'est représenté à l'entrée du... Il devait quand même avoir un petit problème de corruption aussi pour... Ou alors c'est... Non, mais je pense que c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que c'est après l'interdiction des ordalies. Donc les ordalies, c'est une affaire... L'ordalie, c'est faire intervenir Dieu dans le procès. Et puis tout d'un coup, les ordalies sont interdites, donc il faut faire intervenir des juges des hommes. Et des hommes, on les suspecte tout de suite d'être corrompus. Et je crois que c'est ce côté insupportable de l'égalité, toujours, qui fait que la corruption va recréer de la différence, ou va créer de la mise en garde, ou créer de la hiérarchie, là où on est condamné à vivre de manière égalitaire. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être un peu hasardeux, comme... Non, oui, quand je disais tout à l'heure, lors de l'entrée dans une ère du soupçon et de la critique... c'est ça, parce que ça, le juge corrompu de Bruges, vous avez réussi. C'est la première fois qu'on voit ça, on est un peu... Les premières représentations du juge, c'est une illustration de la phrase de Matthieu, « Comme vous jugez, vous serez jugé ». C'est les premières représentations iconographiques de la justice, c'est des menaces contre le juge, pour avoir à juger. Ce que raconte Robert Jacob, c'est passionnant, parce que c'est vraiment là... En tout cas, on ne va pas prolonger ces débats, c'est très intéressant. Merci.